je ne peux pas faire autrement. Nous allons d'abord vous remercier d'avoir bien voulu sortir, vous extirper de votre lit pour venir partager avec nous ces moments de commémoration ou de remémoration, parce que nous allons découvrir ensemble un monde que la plupart d'entre vous connaissez. Nous allons découvrir ensemble un monde avec des facettes, avec des secrets que nous allons aujourd'hui dévoiler. Le livre de Madame Johanna Bassène sera présenté par 3 personnes, de manière très différente. Madame Antoinette Biaye, qui prendra la parole la première, présentera l'auteur et en profitera pour parler de son monde, de leur monde, puisque Antoinette, sans être de Géba, normalement, connaît bien Ziguinchor. Moi, je suis une Casamançaise de Dakar, vraiment perdue à Dakar. Je ne parle pas couramment la langue créole, je ne parle pas couramment le diola, mais j'en connais un petit bout. Alors, je m'en tiendrai à ma profession de professeur de français pour vous présenter le livre. Je ne vais pas tout dévoiler parce que vous êtes là chacun, normalement, pour acheter le livre et pour le lire. Normalement, je répète, chacun d'entre vous doit avoir le livre entre les mains. Le lire, le faire dédicacer, le faire lire aux gens qui seront à la maison et qui prendront beaucoup de plaisir à le découvrir. À ma gauche, une autre Madame Bassène, Monique, professeure de français, belle-sœur de Johanna. Je crois qu'elles ont partagé au moins, comme on dirait chez nous, le pantalon, puisque leurs maris sont parents, n'est-ce pas? Et Monique, en bonne diola, va peut-être nous présenter une variante d'un conte de ce recueil avec ses élèves. Alors Monique est aussi professeure de français, nous sommes toutes enseignantes à cette table. Elle est professeure de français et elle a une manière bien particulière d'appréhender les œuvres. Vous verrez tout à l'heure ce qu'elle nous réserve avec ses élèves. Antoinette, tu as la parole. C'est une réelle fierté d'être présente ici pour parler du 4e ouvrage de Madame Johanna Bassène, ouvrage intitulé Colomba, ou les contes de ma grand-mère. L'auteur du livre et moi-même sommes des collègues de nombreuses années, évoluant dans le même département, à savoir le département de langue romane, de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, ex-École normale supérieure, de l'Université Cheikh Anta Diop. Madame Bassène en tant que formatrice en section portugais et moi-même comme formatrice en section espagnole. Qui est Madame Johanna Bassène? Je dirais une personne qui a un sens de l'écoute et une faculté d'observation très poussée. Elle écoute toujours avec grande attention. Elle observe beaucoup les choses, les faits, les êtres, non pas comme de simple curiosité, mais animée par le souci du devenir, le souci d'un mieux-être. C'est-à-dire, elle se pose les questions suivantes. Qu'est-ce que je peux faire qui permette le plein épanouissement? Qu'est-ce que je peux faire qui apporte de la valeur ajoutée, qui apporte une plus-value? Qu'est-ce que je peux faire qui rende le vécu meilleur? Dans cette quête de la qualité, elle a ainsi conçu 2 ouvrages de didactique. Le premier, un programme d'enseignement du portugais, langue étrangère pour lycées et collèges du Sénégal.
un second ouvrage qui est un programme d'alphabétisation fonctionnelle en langue française pour les personnes déscolarisées. Ce programme est dispensé au centre de formation Don Bosco de la paroisse du même nom. Ce programme d'alphabétisation fonctionnelle en langue française pour les personnes déscolarisées a permis l'insertion des apprenants dans le tissu économique et social. Madame Bassène est donc enseignante de profession. Elle est didacticienne, plus précisément. Et donc, dans ses livres, elle enseigne. Elle délivre des enseignements. Il y a un fil d'Ariane qui sous-tend ses livres du premier au quatrième ouvrage. Avec votre permission, je voudrais parler, en résumé seulement, des 3 livres qui précèdent ce recueil de contes. Le premier ouvrage, intitulé « Élégie pour Nicolas », paru en 2010, est un livre de poésie qui chante une souffrance intérieure, individuelle et psychologique. Souffrance née de la perte d'un être très cher. Dans cette poésie, la souffrance est transformée, elle est sublimée. Elle devient ainsi une expérience de vie à partager, une ressource à communiquer. La leçon qu'elle nous laisse est que la souffrance fait partie de notre humanité, mais la personne peut se recréer pour une vie nouvelle. Cette poésie nous demande d'accepter notre humanité toute simple et refuser de devenir des êtres robotisés, dépourvus de sentiments. Nous sommes là dans le champ des valeurs humaines. Après ce livre, suivront 2 ouvrages religieux intitulés « Notre-Dame du Fiat et du Magnificat », publiés en 2012, et « Journal de pèlerinage en Terre Sainte », paru en 2014. Ces 2 livres sont empreints d'une mystique qui appelle à la spiritualité et qui plaide en faveur des valeurs spirituelles. Dans ce monde que l'on veut globaliser, à l'heure de Internet et de la mondialisation, l'on a tendance à faire penser que la religion est un handicap. Que nenni! Ces 2 livres nous enseignent que la religion est une ressource, une richesse inestimable qui donne un sens à la vie des hommes et des femmes. Ce 4e livre, le livre d'aujourd'hui, ce recueil de contes intitulé « Colomba ou les contes de ma grand-mère », publié en 2016, confirme tous les talents de conteuse et surtout d'écrivaine de Madame Johanna Bassène. Ce livre est à mes yeux un livre inédit. Pour quelle raison est-ce un livre inédit? À cause de son espace géographique, à cause de son contexte socioculturel, à cause de son monde temporel et spirituel. L'auteure elle-même en dessine les contours de ce territoire déjà dans le prologue. Je cite « Entre le fleuve Gambie et le fleuve Djéba, des ethnies, des religions, des cultures et des langues se sont croisées et entrecroisées au fil du temps. C'est au cœur de ce carrefour géographique, au cœur d'une civilisation hybride que naquit ma grand-mère au début du siècle dernier. Quel rapport entre ces 2 fleuves qui constituent les frontières naturelles de ce territoire? Le fleuve Gambie prend sa source dans les montagnes de Fouta Djallon, en République de Guinée. En parcourant le Sénégal, il traverse le territoire national du parc Niokolo-Koba, où il forme plusieurs points d'eau, puis il retourne se jeter en Gambie au niveau de la ville de Banjul. Le fleuve du Djéba, ou le Rio Djéba, prend également sa source dans les massifs montagneux du Fouta Djallon, en République de Guinée. En parcourant le Sénégal,
il traverse la partie sud ou sud-est, précisément, où il porte le nom de Kayanga, ou encore Kayanga-Diéba. Puis il retourne en Guinée, où il forme un estuaire à Bissau. Voilà les frontières tracées, les limites dessinées d'un territoire, d'un ensemble africain que nos grands-parents de Casamance évoquaient du nom de Royaume du Gabou. Le mythique et historique Royaume du Gabou. Le Royaume du Gabou, ou encore Ngabou, disent les Peuls, ou Kabo, disent les Baïnouk et les Mandinka. Ce royaume du Ngabou ou Gabou fut un creuset et un brassage des peuples de la Sénégambie, de la République de Guinée et de la Guinée-Bissau. Ce royaume du Gabou, qui fut partagé entre 3 colonisateurs blancs, comme en atteste dans ce livre l'histoire de la cour de Mentoula, Mentoula Sagnan de Kambadinka, qui, pour protéger ses enfants, s'enfuit du pays portugais en pays français pour s'arrêter en pays anglais. Ou encore, toujours dans la deuxième partie du livre, l'histoire des ailes de Basse. Basse, ce comptable, qui en compagnie de sa femme Bastiana, s'enfuit du pays anglais pour se réfugier en pays français. Le mot pays désignant tout simplement un terroir, une contrée, un territoire. Et à propos de ce mot pays, je voudrais rappeler à Johanna cette chanson que nous aimions chanter lorsque nous étions enfants, à l'école, à la maison, et dans laquelle on disait, celles ou ceux qui se souviennent de cette chanson, vous voudrez bien chanter avec moi. Oh ma Casamance, mon beau pays, depuis mon enfance, je la chéris. La 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 la. Ah que j'ai la chance d'être enfant de ce pays. J'aime mon village sous les manguiers et j'aime mon village sous les manguiers. Ces différentes fuites dans les ailes de Basse et la cour de Mentoula retracent l'itinéraire des flux migratoires des peuples du Gabou. Flux migratoires qui donnèrent naissance à un métissage complexe dont Colomba fut l'héritière et Madame Johanna Bassène en est l'illustration vivante. Ce livre de contes, au-delà de sa prose souple et généreuse, qui transporte le lecteur dans un voyage qu'il voudrait ininterrompu, à l'image des enfants qui chaque soir attendent impatiemment l'heure du conte, est une anthologie d'un riche patrimoine culturel qui vient ainsi d'être perpétué. Nous y découvrons la présence d'une société créole portugaise d'époque, par l'abondance des mots en créole portugais, langue parlée en Guinée-Bissau, mais également à Ziguinchor et dans d'autres localités de la Casamance. Je peux citer quelques mots tels que Kristong Didieba, Kristong, appellation pour désigner les personnes qui jouissent d'un certain statut social privilégié. Nous avons le mot Djintiu. Djintiu se réfère aux païens, à l'indigène, souvent assimilé par le colon portugais à un sauvage. New Barreto, Nia Amelia, diminutif de Signor Signara, appellation pour désigner les personnes qui jouissent d'un standing social ou pour appeler les métis créoles. Nous avons également le mot Tchong, Tchong Francis, Tchong English, Tchong qui désigne le pays, le territoire, le terroir. La gastronomie du Kanfourba, qui n'a pas goûté au Kanfourba. Cette soupe à base d'abat de porc très épicée et très appréciée
à Bissau et à Ziguinchor et environ. Nous avons le kana, cette liqueur de canne à sucre très présente dans toutes les cérémonies et les rituels coutumiers. Nous avons le fameux palmatoria, instrument de torture utilisé par le colon portugais pour châtier les Noirs. Et enfin, une abondance de prénoms portugais ou à consonance portugaise, Papacinho, Chica, Bajudessa, Amélia, Bastiana, Basilia, Nácia, Miguel, Manel, Diminga, etc. Colomba nous enseigne des coutumes, des rites, des croyances, des divinités, des mythes tels que le mythe du fameux dragon Ninkinanka. Les religions traditionnelles, dans leur bois sacré, avec leurs prêtresses et leurs féticheurs, cohabitent en toute fraternité avec marabouts, devins et thérapeutes traditionnels. Colomba, le grand puits en mandingue, est donc l'eau qui donne vie et qui abreuve tous ces personnages qui incarnent les différentes cultures du Gabou. Le conte de Djilandi appartient au Baïnouk, au peuple Mandinka, au Diola, au Peul, au Serer. Le conte de la création, Bajudessa, la malle de l'oncle Malang, Mentula, la quenouille de Mansata, Ninkinanka, appartiennent à toute la diaspora créolophone du Djeba et de la Casamance tout entière. Ce livre est un recueil de nos valeurs traditionnelles, ancestrales et surtout africaines, que l'auteur voudrait enseigner, comme elle le déclare à la page 12 du livre, je cite, « Je m'inscris dans la dynamique de sauvegarder une partie des cultures ancestrales, afin que ce livre, destiné aux futures générations, puisse leur donner un aperçu de la sagesse et de la philosophie de leurs ancêtres. » Ma chère Johanna, si nous retournions aujourd'hui au pays profond, une prêtresse, dépositaire et transmissionnaire de la mémoire collective, à l'image de Nyampe Ndiaye, présente dans ce livre, en t'écoutant raconter ses contes, s'exclamerait ainsi « Nya Colomba est revenu, Nya Colomba est revenu parmi nous pour nous raconter ses contes. » Car les croyances au pays disent que les ancêtres se réincarnent toujours en leurs descendants pour perpétuer les rites et sauvegarder les traditions ancestrales. Un pressentiment l'évoque dans le prologue. Je cite, page 11, « L'écho de cette voix résonne en moi, un appel pressant, comme si j'étais l'ultime relais entre elle et les générations futures. » Colomba, ou les contes de ma grand-mère, un beau titre pour ce recueil de contes, qui pourrait également s'intituler « Colomba, ma grand-mère et les contes du Gabou » ou encore « Colomba, ma grand-mère raconte le Gabou ». Obrigada, Johanna. Obrigadinha. Deus bensibu et mitkinichami. Je vous remercie de votre attention. Madame Antoinette Biaye, tu vas me bourrer de complexes. Oh non, tu as toujours une ressource en plus. Il me revient de l'insigne honneur de présenter cet ouvrage. Quand j'ai vu débarquer dans mon bureau Madame Bassel, je me disais qu'elle venait pour s'occuper de ses étudiants. Elle venait me présenter son ouvrage, le manuscrit, et me demander de le corriger. J'ai trouvé cette requête un peu bizarre, parce que je connais Madame Bassène comme quelqu'un de très soigné et comme quelqu'un qui se respecte tellement qu'elle ne pourrait pas présenter un ouvrage où il y aurait la moindre faute. Vous verrez, vous conviendrez avec moi qu'on est presque arrivé à gagner le pari. Vous traquerez les fautes, vous ne les trouverez pas.
parce que ce livre a été lu et relu. Eh bien, si vous trouvez une faute, considérez que ce sera une coquille. Et vous n'en aurez pas beaucoup. Alors, Colomba ou les contes de ma grand-mère. Colomba, quand vous le feuilletez, vous voyez que le dernier chiffre qui est numéroté, c'est la page 109. Colomba, c'est 109 pages. Et dans ces 109 pages, il y en a beaucoup moins qui nous plongent dans un espace féerique et fantastique à la fois. Colomba ou les contes de ma grand-mère. Colomba ou les contes de grand-mère Manmala. Dans le premier volet, on peut diviser le livre en deux parties, c'est écrit. On ne se fatigue pas, on feuillette et on voit qu'il y a bien deux parties. Première partie, deuxième partie. Dans le premier volet, des contes pour enfants. Ça se passe dans la cour de grand-mère Manmala. Et dès le crépuscule, il y a un rituel. Le rituel, c'est que grand-mère Manmala joue à cache-cache avec les enfants, au point de fâcher leur maman. Grand-mère Manmala les oblige à cet exercice pour permettre une meilleure écoute dès que le repas du soir est pris. Et dans la cour, nous savons bien qu'il y a des contes spécifiques qui peuvent être dits dans la cour d'une maison, qui sont différents de ceux qui seront dits dans la cour d'un roi. Ici, nous sommes dans la cour d'une maison. Cela veut dire que les enfants peuvent entendre ce qui se dit, jusqu'à une certaine heure. Jusqu'à une certaine heure. Et donc, autour de grand-mère Manmala, il y a 8 contes qui, en vérité, en renferment bien d'autres. Parce que grand-mère Manmala, quand elle parle, elle fait des digressions qui lui permettent de raccorder son conte à d'autres petites histoires avant de revenir à son thème principal. 8 contes qui racontent la création. 8 contes qui sont autant d'illustrations de la sagesse des femmes et des hommes des contrées du sud du Sénégal. Des hommes et des femmes de Ziguinchor surtout. Une sagesse déployée comme un pagne changeant sous les yeux d'enfants et d'adultes, friands de capturer le monde, de le disséquer pour le comprendre. Ce recueil explique pourquoi la chauve-souris, comment l'âne et la grenouille. Les interdits dans la bouche de Manmala prennent vie et effraient. Manmala, dans ses récits, donne pourtant toujours la solution. Ici, le conte joue sa toute première fonction, celle de porter la morale au plus haut point, celle de réguler une société dont les membres partagent les mêmes valeurs. Alors, dans l'autre partie, la deuxième partie, intitulée « La cour de Mentula », 6 récits de vie, 6 récits de vie et quelques autres, pour découvrir, ce sont les mots que l'on trouve dans le recueil, pour découvrir le monde extraordinaire et invraisemblable des adultes. Vous voyez que le point de vue est celui de l'enfant qui, au lieu d'aller dormir, comme on lui en a intimé l'ordre à un moment donné, a collé son oreille à la porte pour entendre ce qui se dit entre grandes personnes. Le monde extraordinaire et invraisemblable des adultes. Des récits de vie, ce sont des récits de vie qui nous édifient sur l'homme, l'homme avec un grand H. Les femmes, ne vous fâchez pas, vous êtes là-dedans. Des récits de vie où l'on redécouvre la capacité de l'être à s'agripper à la vie, à la sauver tout en préservant celle des autres. C'est l'histoire de Mentula.
Antoinette l'a évoqué tout à l'heure, Mentula qui fuit avec ses 2 fillettes, sa belle famille portugaise qui voudrait arracher ses enfants, qui ont une peau très très blanche et qui donc sont dignes de rentrer au Portugal. Des récits de vie qui fustigent les défauts, des défauts comme la jalousie. Alors je vous recommande l'histoire de Bindia, c'est comme ça qu'on dit? Bindia ou Bindia? Bindia. Bindia, Bendia. Nous avons même la variante dans le texte, dans l'orthographe du mot. C'est Bindia qui attachait tous les matins sa femme au pied du lit. Vous connaissez cette histoire de l'époux jaloux au point d'attacher tous les matins son épouse au pied du lit et de fermer portes et fenêtres pour bien s'assurer que personne ne viendra la délivrer. Il y a aussi des récits grivois. Ils ne glissent pas trop loin, mais quand même, c'est des histoires qu'on raconte entre adultes. Des récits qui permettent au lecteur de percer le secret du monde surnaturel. Et vous allez découvrir la vie de Samba le chasseur. Samba le chasseur qui nous apprend beaucoup sur les secrets que détiennent les chasseurs traditionnels. Dans toute l'Afrique, vous verrez que les chasseurs traditionnels sont extrêmement craints. Nous sommes persuadés qu'ils sont souvent en contact avec les forces surnaturelles, puisque ce sont des chasseurs solitaires qui se retrouvent parfois pendant des jours et des jours et des nuits, tout seuls dans la forêt. Il paraît qu'ils parlent aux animaux, il paraît qu'ils parlent aux plantes. C'est dans la deuxième partie de ce recueil que vous trouverez encore plus d'indications ethnographiques. Et elles sont très précises. Elles portent sur l'éducation. Comment une petite négresse peut se retrouver confiée à une signara, qui va lui apprendre les bonnes manières. Et pour être bien éduquée et trouver un excellent mari, il fallait presque obligatoirement passer par là. Elle porte sur le port vestimentaire, comment ces dames s'habillaient, comment le chasseur est vêtu. Elle porte sur la gastronomie. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jeûnent dans cette salle, donc je peux, vous m'excuserez, messieurs, je peux parler du porc. Enfin, un livre où on parle librement du porc. Ça nous manque quand même. Un livre où on étale le porc, et là, il est dans le camphorba, il est sous forme de... Ah là là. Un livre qui fait saliver, c'en est une raison supplémentaire pour l'acheter. Dans la gastronomie, je ne peux pas évoquer le porc sans évoquer ce qui peut nous permettre de déglutir plus facilement, c'est le vin de palme. Et du vin de palme, il y en a en abondance dans ce livre. Il y a, ces indications ethnographiques portent aussi sur le mariage. Le mariage, pas seulement de ces dames créoles, mais aussi de toutes les ethnies. On parle du mariage, mais on parle aussi, sans complexe, de ce qui ressemble au mariage. Le mariage à la mode du pays, pour ne pas parler de concubinage. Quand le Portugais débarquait, il lui fallait une compagne, il ne s'embarrassait pas voilà. Il ne l'emmenait pas à l'église, il ne passait pas par la mairie. Et il vivait avec elle. Et quand il en avait fini, s'il était assez généreux, il laissait ses biens. Sinon, il rentrait tranquillement au pays. Vous découvrirez avec Mentula comment ça se vit. Donc je vais finir en disant que dans ce livre, on découvre la vie simple et libre. Je disais à quelqu'un dans la salle qu'il y avait beaucoup de libertinage. Vie simple et libre de personnes qui nous font pitié ou qui nous font rire. Au détour de toutes ces histoires que grand-mère Manmala a collectées pour nous.
Elle en est le seul fil conducteur. Elle en est la seule constante. Et ces récits, ma foi, le lecteur finit par se demander si ce sont des contes. Pas la moindre formule d'ouverture ni de fermeture. Beaucoup, abondamment, beaucoup de descriptions, plusieurs histoires enfouies dans une autre plus longue et qui les coiffe tout. À l'évidence, le souci de témoignage sur la société créole en Casamance est un pari que l'auteur a brillamment gagné. Je n'ose pas dire obrigada. Comment on dit? Obrigada. Voilà, je l'ai dit. Je vous remercie pour votre attention. À présent, si vous le permettez, je vais vous lire juste un passage qui, je l'espère, va vous donner envie d'aller plus loin. Juste un passage. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous verrez. Voilà. C'est l'histoire de ce Bindia, vous vous souvenez, qui attachait sa femme au pied du lit, qui l'a détachée pour qu'elle fasse la cuisine et pour qu'elle aille au marché, qui la suivait partout, à croire que l'homme n'avait pas de métier. Ben, il s'était mis en tête de découvrir qu'il y avait une de ses voisines qui filait le parfait amour avec un jeune homme qui n'était pas son mari. Et donc, avec le mari, Samba, le chasseur dont je parlais tout à l'heure, ils ont mis en place un piège. Tout à coup, on frappa à la porte. Même si Dieo, c'est l'épouse de Samba, le chasseur, était certaine que son mari ne revenait jamais avant l'aube, la présence d'un homme dans sa chambre en pleine nuit dérangeait. Dieo vivait avec son mari dans une case, une pièce unique, sans fenêtre, la même porte pour y entrer et pour en sortir. L'aération se faisait par de petits espaces entre la charpente et le toit de tôle ondulé en zinc. Le sobre mobilier n'offrait aucune possibilité de cacher l'hôte insolite. Vous aurez compris que l'amant est dans la chambre. Une sensation de panique, ciel mon mari, dirait-on, sous d'autres cieux. Une sensation de panique envahit les amants. Ils retinrent leur souffle. Malgré la pénombre, ils parvinrent à échanger des regards inquiets et interrogateurs. Ils comprirent qu'il était urgent de remettre de l'ordre dans leurs vêtements. Pendant que Dieo tournait en rond, ne sachant que faire, Selou alla s'asseoir au hasard dans un coin de la pièce à proximité d'un canari. Là, l'obscurité aidant, il avait des chances de ne pas être remarqué. Dieo ouvrit la porte et faillit tomber à la renverse. Calmement, Samba s'excusa de rentrer de si bonne heure et de perturber son sommeil. Mais son sixième sens semblait vouloir lui faire comprendre qu'un danger le menaçait. Alors, il avait pensé qu'il était plus sage et plus prudent de rentrer à la maison. Il alluma la lampe que Dieo avait pris le soin d'éteindre et découvrit son rival. Il le salua avec une courtoisie surprenante avant de lui demander les raisons de sa présence dans sa chambre. Inspiré par la présence du canari, Selou répondit « Je viens de très loin et j'avais très soif. Je me suis alors résigné à frapper à la porte de l'unique maison éclairée pour demander à boire. » Samba saisit le pot posé sur le canari, le remplit d'eau et le tendit à Selou, l'invitant à boire. On m'a déjà offert à boire, répondit-il. J'allais partir quand vous êtes arrivé. Il fit le geste de se lever. Samba appuya sur son épaule et le remit sur le banc. La situation devenait préoccupante. Pour calmer son rival, Selou prit le pot qu'il lui tendait toujours et but. Samba renouvela l'opération. Monique, à toi.
Merci beaucoup, Madame Annie-Madeleine Sané. J'avoue que votre lecture ne nous donne qu'une envie, c'est de découvrir ces contes de notre grand-mère Colomba. Permettez-moi, avant de commencer, de rendre hommage à Madame Bassène, ma belle-sœur, ma commère, ma comadre, comme on dit, la petite sœur, puisque son grand frère et moi avons fréquenté la même école primaire et avons usé nos culottes sur les bancs de l'école. Et Dieu a voulu que nous nous retrouvions les premières années où je m'étais mariée avec son grand frère à Thiès. Et Françoise, étudiante, revenait très souvent voir son frère et partager avec nous et avec beaucoup d'amitié le repas familial. Cela a renforcé nos liens, si bien que Françoise et Nicolas sont devenus les parrains et marraines de ma fille aînée et mon mari et moi, les parrains et marraines de 2 des enfants de Françoise et Nicolas. Donc ce sont des liens indéfectibles. Nous sommes une même famille. Non seulement elle est ma belle-sœur, mais ses enfants sont mes enfants et les miens sont ses enfants à elle. Alors, nous nous sommes... ceci dit, je vais passer à l'exploitation que nous avons faite de Colomba avec ma classe de seconde au collège WACA, West African College of Atlantic. Je ne parle pas très bien anglais, mes élèves le diront mieux que moi. Nous avons eu une lecture d'un des contes de Colomba et mes élèves vont se charger tout à l'heure de faire cette lecture devant vous et d'exploiter le conte que nous avons lu. Cette exploitation va nous permettre de voir un peu quel est le rôle du conte dans notre société sénégalaise, mais dans toutes les sociétés en général. Car le conte est considéré en général comme un genre mineur. Mais vous allez voir que c'est un genre porteur d'énormément de leçons. Nous allons voir avec les élèves quel est le rôle du conte dans notre société sénégalaise, mais dans toutes les sociétés du monde, puisque c'est un genre littéraire universel. Même les peuples qui n'ont pas d'écriture ont le conte. Par contre, dans ces peuples qui n'ont pas d'écriture, vous ne trouverez pas le roman, vous ne trouverez certainement pas la poésie, mais le conte est omniprésent chez tous les peuples, dans l'histoire de tous les peuples du monde. Ce genre que l'on banalise s'avère être porteur de richesses inouïes et c'est ce que mes élèves vont vous inviter tout à l'heure à découvrir. L'une des richesses essentielles, c'est son rôle de genre éveilleur. Il est notamment utilisé par nos grands-mères et Françoise, Madame Bassène, l'a très bien illustré, puisqu'elle nous dit que ce sont les contes de sa grand-mère. Nos grands-mères donc utilisaient ces contes non seulement pour rassembler la famille, mais également pour éveiller les enfants, pour éduquer les enfants. Je disais tout à l'heure que c'était un genre considéré comme mineur, mais vous allez voir que non seulement il est très important pour aider les parents à donner une assise sociale, une assise parfois morale, mais aussi il a un rôle,
comme vous le diront mes élèves tout à l'heure, parce que je ne veux pas anticiper, il a à la fois, et nous le voyons très bien dans Colomba, un rôle historique, géographique, sociologique, éducatif, culturel, coutumier, mythologique, philosophique, et nous voyons également qu'il est porteur de rêves. Le conte nous aide un peu à sortir de notre univers parfois prosaïque, mais aussi parfois difficile. Il nous aide à rêver, à imaginer. C'est son rôle imaginaire. Imaginaire car seul dans le conte, nous voyons que les êtres vivants peuvent devenir des génies, peuvent côtoyer des génies, peuvent parler aux génies, ainsi de suite. Bref, je préfère m'en arrêter là et je vais demander au groupe d'élèves qui sont là de s'avancer, de venir se mettre devant le podium avec leur texte pour nous présenter l'un des contes de Colomba. Ils n'ont pas besoin de micro, hein? Ils peuvent parler assez fort. Je pense qu'ils peuvent parler assez fort. Allez-y, donnez tous. Voilà. Alors, à vous. Ils vont d'abord procéder à la lecture du conte et ensuite vous dire toutes les richesses qu'ils ont découvertes dans l'un des contes de Colomba ou les contes de ma grand-mère. Assez fort, s'il vous plaît, sinon on va être obligé de vous mettre le micro. Et ce serait dommage. Peut-être que les trois... Oui. Si vous n'y arrivez pas, on vous donne le micro. C'est bon. Tu ne parles pas assez fort. Tiens. Attendez, on va lui donner un balade. C'est sûr que tu peux parler plus fort que ça. Licia. Bonjour Madame Bassène, bonjour Madame Joanna Bassène, et merci pour l'invitation. Tout d'abord, comme l'a déjà dit Madame Bassène, nous allons commencer par la lecture du conte, puis ensuite nous allons passer à l'explication proprement dit du conte. En même temps, nous allons vous expliquer le rôle du conte, mais aussi, si vous n'avez pas Madame Bassène, pourquoi nous devons toujours lire les contes. Tout d'abord, nous allons passer à la lecture du conte. Donnez-nous le titre. Ma jeunesse et le régime de prisonnier. Grand-mère Macmillan s'installa confortablement avant de se lancer dans un récit tout aussi captivant que les précédents. Tout le village parlait de la beauté de la jeunesse avant la malheureuse rencontre qui transforma sa vie et celle des siens en péché. Sa peau était si claire que l'on avait du mal à croire qu'elle était née d'une mère noire. Son père était un blanc qui, une fois son service fini dans la colonie, était rentré au Portugal en laissant à Nia Amélia, sa compagne, beaucoup de biens afin de l'ajouter seule, ne manque de rien. La Judée habitait dans une grande maison recouverte de tôles ondulées et entourée d'une belle véranda, avec plusieurs dépendances et des annexes pour loger les enfants et jeunes qu'on lui confiait. Le Portugais lui avait laissé une plantation où poussaient toutes sortes d'arbres fruitiers et de la canne à sucre. Elle y faisait travailler des jeunes gens et des jeunes filles de la région, moyennant la bonne éducation qu'elle était censée leur donner et sans laquelle ils ne pouvaient accéder à la classe sociale des civilisés. Pour avoir vécu quelques années sous le même temps qu'un homme blanc, Amélie avait fini par acquérir quelques rudiments de la culture portugaise. Elle devenait, de ce fait, la personne indiquée pour transmettre ses acquis aux enfants et jeunes noirs de la région. L'apprentissage du créole et des bonnes manières représentait les conditions indispensables pour s'élever socialement et passer du statut d'indigène à celui de noir civilisé. On appelait Amélia la chrétienne, cette appellation faisant beaucoup plus référence à la culture européenne qu'à la religion issue du Christ. Alors que les autres se contentaient de bouillies de céréales avant d'aller travailler à la plantation, Badjoudé se dégustait un petit déjeuner comme celui qui était servi à son père. La cuisine portugaise n'avait pas de secret pour Nia Amélia. Le portugais n'étant plus là, il revenait à la fille de bénéficier de ce privilège. Les jeunes filles affectées aux tâches domestiques s'affairaient autour d'elle pour lui donner son bain et coiffer ses longs cheveux souples et poilus.
Elle était toujours bien habillée. Sa mère avait des doigts de fée. L'atelier de couture de Nya Amélia ne désemplissait pas d'apprentis avec d'acquérir cette compétence qui les distinguerait de la masse des jeunes filles sans éducation. Badudessa faisait la fierté de sa mère. L'héritage le plus précieux que lui avait laissé son compagnon blanc, et elle n'avait pas l'intention de la cacher. Sitôt préparée, la fillette s'en allait flâner à travers la ville. Sur son passage, les commentaires allaient bon train, mais personne n'osait faire des remarques à sa mère sur l'éducation de la petite, plutôt sur l'absence d'éducation. La personnalité de Nya Amélia justifiait cette retenue. Elle n'était pas n'importe qui. Non seulement elle avait été la compagne d'un blanc, mais en plus, leur fille était plus blanche que tous les enfants métis de la ville et les biens matériels qu'elle possédait faisaient d'elle une femme riche, respectée et sollicitée. Badudessa rentrait à la maison de plus en plus tard. Ses promenades l'avaient conduite jusqu'aux collines de Trisiling, à la sortie de la ville. C'était le fief des djinns, des êtres invisibles pour la plupart des humains et au pouvoir surnaturel. Ils pouvaient prendre l'aspect des êtres humains et se fondre parmi eux. Il était conseillé de se tenir loin d'eux. Des personnes, conscientes du risque que courait Badudessa, surmontèrent leurs craintes et informèrent Nya Amélia. Elle fut traitée de mauvaise langue, c'était prévisible. Ne se doutant pas du danger, Badudessa se rendait régulièrement sur les collines de Trisiling. Elle ne tarda pas à être repérée par une famille de djinns. Ils se rendirent visibles pour la circonstance et abordèrent l'enfant qui les trouva fort sympathique. Ils l'invitèrent à venir tous les jours et à prendre part aux jeux et danses de leurs enfants. Badudessa promit et revint très souvent. Parmi eux se trouvait, assise par terre, une fille de l'âge de Badudessa qui regardait tristement les autres danser. Elle avait perdu l'usage de ses jambes. La mère de la petite handicapée, remarquant l'agilité avec laquelle dansait leur invité, semblait avoir trouvé le moyen de rendre la mobilité à sa fille. Le lendemain, elle redoubla de gentillesse à l'endroit de Badudessa. Quand la première danse fut terminée, elle supplia celle-ci de prêter ses jambes à sa fille afin qu'elle exécute quelques pas de danse et goûte ainsi à ce plaisir dont elle était privée depuis sa naissance. Prise de pitié, l'invitée céda à la demande et prit place de l'autre par terre, sur le sable, émerveillée par le prodige qui venait d'être fait. Insouciante et balancée par le rythme endiablé de la danse, elle ne s'aperçut pas que la mère et sa fille handicapée à qui elle avait prêté ses jambes avaient disparu de la scène. Les autres danseurs qui continuaient de danser pour détourner l'attention de Badudessa s'en allaient aussi, progressivement. Elle les appela, criant et suppliant qu'on lui rende ses jambes. Elle ne reçut comme réponse que l'écho de sa propre voix. Elle se mit à pleurer amèrement, ce qui lui arrivait rarement. Pendant ce temps, dans la maison familiale, l'inquiétude était à son comble. Où pouvait-elle bien se trouver? Que lui était-il arrivé? Les serviteurs et les servantes, envoyés dans toutes les directions à sa recherche, revenaient les uns après les autres produits. La nouvelle de la disparition de Badudessa fit rapidement le tour de la ville. Celle qui, quelques semaines avant, avait été traitée de mauvaise langue et suggère à Nya Amélia, non sans ironie, d'aller voir du côté des collines de Trisiling. Son sang se gela dans ses veines. Elle se souvint de tout ce qui se disait sur ces collines magnifiques habitées de djinns. D'un mouvement synchronisé, le convoi, constitué de la famille, des servantes, des apprentis, des sympathisants et bien sûr de beaucoup de curieux, se dirigea au pas de course vers les collines de Trisiling. Lorsqu'ils découvrirent la pauvre créature assise par terre au pied d'une colline, ils furent tous soulagés. Par contre, quand ils voulurent la relever, la stupéfaction fut grande. Ses jambes paralysées ne répondirent pas à sa volonté de se lever. Ils la hissèrent sur le dos d'une servante. Le retour à la maison ressemblait plutôt d'un cortège funèbre. Nya Amélia refusa de se rendre à l'évidence. Elle remua ciel et terre pour tenter de redonner de la vitalité aux jambes de sa fille, prête à affronter les djinns qui lui avaient subtilisé. Les marabouts les plus célèbres furent sollicités afin de repérer l'endroit où se cachaient les voleurs de jambes. Des bœufs furent immolés en sacrifice, d'autres enterrés vivants. Badudessa était toujours assise. Nya Amélia avait entendu dire que les djinns étaient friands de bouillie de riz mélangée au lait caillé. Tous les jours, Nya Amélia en faisait déposer à l'endroit où sa fille avait été retrouvée. Badudessa, à califourchon sur le dos d'une servante, faisait partie des expéditionnaires dans le but de reconnaître la volée de ses jambes. Mais les djinns demeuraient toujours invisibles. Badudessa ne retrouva plus jamais l'usage de ses jambes. Donc voilà pour la lecture du conte.
À présent, nous allons passer à l'exploitation du conte. On commence par la situation initiale. Donc, Badju Dessa était une jeune fille née d'un père blanc et d'une mère noire. De par sa beauté exceptionnelle, Badju Dessa se sent très sûre d'elle. Et sa mère, face à la beauté de sa fille, négligeait son éducation. En effet, elle ne voulait pas trop la contrarier ou faire des choses qui puissent la déplaire, raison pour laquelle elle ne lui donna pas une bonne éducation et tout. Et cette dernière la pousse à flâner dans toute la ville, ce qui l'amène aux collines de Trisiling. Pour les péripéties ou éléments perturbateurs, nous avons d'abord ces flâneries qui la conduisent vers les collines de Trisiling où elle rencontrera la famille des djinns, dont un des membres est handicapé. Ensuite, nous avons la participation aux jeux et aux danses des djinns, car c'est là que la mère de la fille handicapée va constater son agilité et puis ensuite emprunter ses jambes pour rendre la mobilité à sa fille. Enfin, nous avons la disparition des djinns l'un après l'autre qui essaient de détourner l'attention de Badju Dessa. Pour la situation finale, Badju Dessa est handicapé à vie. À présent, je passe la parole à mes collègues arméniens. Merci. Donc maintenant, on va parler des champs lexicaux. Donc tout d'abord, on a l'aspect racial, comme les termes peau si claire, mer noire, indigène, métis, qui montrent le complexe des Africains vis-à-vis de l'homme blanc. On a les termes créoles, nya, abréviation de signara, qui veut dire madame en portugais. Badju Dessa vient du portugais, Badjuda, qui veut dire jeune fille. Et on a aussi les références ethniques, comme les djinns, esprits maléfiques, le passage des jambes, sacrifice d'animaux et sollicitation des marabouts. Comme nous le savons, en Afrique, on a beaucoup de mythes. Donc, on a le terme trisiling, qui a une sonorité nasale peu agréable, sert à annoncer un danger. Et maintenant, de l'aspect merveilleux. Pour l'étude des thèmes, nous avons d'abord relevé le thème de l'éducation, car l'éducation que Naamelia avait donnée à sa fille était souvent critiquée. Et c'est ainsi que cette éducation, ce manque d'éducation l'a menée à sa perte. Ensuite, il y a le thème de la classe sociale avec des termes comme indigène, civilisé, riche, respecté. Naamelia ne faisait pas partie de la même classe sociale que les habitants du village et on l'a considérée plus comme une Portugaise que comme une femme originaire du village. Ensuite, on a le terme de la beauté avec Badju Dessa qui a de longs cheveux, souples et soyeux, qui sont, comme on le sait, dans le monde entier, un symbole de beauté. Badju Dessa est toujours bien habillé et tout le village parlait de la beauté de Badju Dessa. Et cela nous mène à la leçon que le conte nous apprend, c'est-à-dire que la beauté ne fait pas tout et qu'avec la beauté doit être accompagnée d'une certaine éducation pour pouvoir la mettre en valeur. Et l'ironie de ce conte, c'est que Naamelia, qui était si attachée à sa culture portugaise, fait appel à sa culture africaine d'origine pour redonner la vitalité aux jambes de sa fille. Elle a fait appel à des marabouts et elle a essayé d'attirer les djinns. Et tout ça, ce sont des symboles de la culture africaine. C'est-à-dire que la culture africaine a rattrapé Naamelia, qui l'avait rejetée et reniée. Maintenant, nous allons passer à l'étude de l'aspect merveilleux du conte. Merci. Pour les aspects merveilleux, nous savons tous que le conte est un type d'œuvre littéraire qui met en scène des personnages merveilleux. Alors, nous avons étudié l'aspect merveilleux du conte Badju Dessa et le génie de Trisiling. Donc, tout d'abord, nous avons les menaçantes collines de Trisiling, qui représentent un lieu de rencontre entre les êtres surnaturels et les hommes. Ensuite, la capacité des djinns à se métamorphoser, tantôt visible, sous l'apparence humaine, ou tantôt invisible. Le fait que Badju Dessa ait pu prêter ses jambes à un djinn, parce que c'est quasiment impossible que les hommes prêtent des jambes à d'autres personnes. Voilà. Et dans ce conte, les djinns représentent la culture africaine en opposition avec la culture portugaise. Donc Naamelia, qui avait rejeté sa culture, se fit vite rattraper par celle-ci, comme l'a dit ma collègue. Le fait que les djinns aient enlevé à Badju Dessa l'usage de ses jambes
nous montre à quel point la culture africaine a rattrapé Badju Dessa. À présent, nous allons passer à quelque chose. Ok, je sais pas moi. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre étude du conte Badju Dessa et le génie de Tracy Ling. Et on espère que vous avez apprécié. Merci. Voilà, c'était pour dire que chacun des contes de ce recueil recèle des richesses inouïes. Et nous invitons encore une fois à l'étude et à la lecture de ce beau recueil. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Bassène. Alors, il est 1h moins 20. Si nous sommes d'accord, nous pouvons rester dans cette salle jusqu'à 13h. Ça ira? Jusqu'à 13h. Et vous avez la parole. Je voulais juste dire un mot, peut-être. Madame Bassène, pendant ce temps, pendant que j'identifie les personnes qui voudraient prendre cette parole, pour proposer des variantes, faire un commentaire. Pendant ce temps, je vais donner le micro à Madame Bassène. Elle va placer un mot. Madame Bassène, auteur. Auteur. Alors, il faut préciser, Madame Bassène, auteur. Oui, parce qu'il y en a deux. C'est vrai. Parce qu'il y en a deux. Je remercie vraiment l'Assemblée, ma famille, mes amis, mes collègues qui sont aussi des amis, Monsieur Diallo, le directeur de la maison, pour votre présence ici. Sans votre présence, cette présentation ne pouvait pas être faite. Et je voudrais seulement recentrer les choses. On a l'impression, d'après tout ce qui s'est dit jusque-là, que l'hommage doit être adressé à l'auteur. Et moi, je voudrais vous dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César. L'hommage doit revenir à Colomba. Ma grand-mère, vous trouverez l'explication de Colomba dans le dernier chapitre. Quand vous aurez tout lu, pourquoi ces petits-enfants l'ont appelé, pourquoi on t'appelle Colomba, Mamala, et elle a raconté donc toute son histoire qui a conduit à cette appellation de Colomba, qui en mandingue signifie le grand puits. D'abord, hommage à deux personnes qui ne sont pas présentes dans la salle. La première, c'est mon fils Stéphane. Il vit au Canada. Il lui serait difficile de faire le déplacement. Et c'est grâce à lui que les contes de ma grand-mère ont trouvé leur dimension écrite dans ce recueil. Parce que de la même manière que ma grand-mère nous rassemblait autour d'elle après le repas, de la même manière, avec mes enfants, quand on prenait le repas dans la cuisine, la table à manger, il y avait une table à manger dans la cuisine. Et puis, bon, pendant le repas, je leur racontais ces contes-là. Et puis, on rigolait bien. Et il me dit, maman, tu dois écrire ces contes-là, parce que, sans me dire à ta mort, ça pourrait se perdre. Alors, bon, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je me suis mise à écrire ces contes-là. Et la deuxième personne n'est pas de ce monde, c'est ma grand-mère. C'est elle qui nous racontait ça, mais avec une affection. Quand vous voyez le premier chapitre, le conte de la création, elle commençait toujours par rigoler. Je l'ai rarement vue triste. Elle était plus une complice qu'une grand-mère. D'après les grand-mères, sont complices aussi. Elle nous a entourés de tellement d'affection et je souhaiterais que toutes les grand-mères puissent faire la même chose avec leurs petits-enfants parce que c'est des marques qui ne disparaissent jamais
et qu'on a toujours envie de transmettre. Alors, elle s'appelait Mamala. On ne sait pas d'où ça venait. D'après, on m'a expliqué que c'est une personne qui se trouve dans cette salle-là. Mon grand frère, en l'occurrence, Pierre, qui tout petit, quand il apprenait à parler, l'a appelé comme ça. Et du coup, toutes les personnes de la famille, y compris les propres enfants de Mamala, l'ont toujours appelé comme ça jusqu'à sa mort. En fait, elle s'appelait Antonia Fernandez, comme une bonne créole. Et puis, elle avait d'autres prénoms aussi, parce on l'a appelée Colomba. Vous découvrirez pourquoi Colomba à la fin du livre. Et Nyampendiaï. Vous découvrirez aussi Nyampendiaï à la fin du livre. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais c'était tout simplement pour, comme je l'ai dit dans le prologue, ce recueil de contes la ressuscite un peu. Et comme ça, j'ai dit, comme ces contes, je les ai reçus de ma grand-mère. Je les écris pour vous, mes enfants et mes petits-enfants, afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli et qu'ils soient transmis de génération en génération. Merci. Voilà, la parole est à vous. Je viens en tant que diaspora africaine. Et je revendique justement ma diasporanité, mon africanité. Et j'ai été étonnée parce que j'ai lu il y a quelque temps, mais malheureusement je ne me souviens plus de quel auteur, un livre qui s'appelait comme le vôtre, Colomba. Alors je voudrais savoir s'il y a une SACEM, s'il y a quelque chose qui protège des titres de livres. Alors j'ai eu quelques explications. Nous, en portugais, on dit vovo. Les grands-mères, c'est vovo. Et vous, en mandingue, c'est Colomba. Donc c'était ma question de départ quand je suis venue, parce que je suis habituée à venir avec M. Diallo, et j'ai eu cette explication. Donc vous avez indirectement répondu, mais est-ce qu'il y a un changement? Parce que vous savez, il y a beaucoup de mots qu'ici au Sénégal on emploie, tels que le punch, qui en fait compte est une boisson alcoolisée, et puis on remercie Dieu quand il y a un magal, de boire du punch. Ils ne savent pas que le punch est une boisson créole que l'on boit à 40 degrés. Et il y a plein de choses comme ça qu'il y a dans les expressions ici au Sénégal que j'ai du mal à digérer. C'est le moment de le dire. Mais sinon, bon, je prendrai votre livre parce que, bon, les histoires de contes, c'est vraiment des griottes ou autres. Quand ils ne sont pas là, c'est les écrits, et je suis très contente de pouvoir bénéficier de ces contes africains. J'avais commencé par Camara Ley au départ, et puis je finis parce que, en tant qu'étrangère, j'essaye d'étudier le Sénégal. Voilà, c'était ma question, mais vous avez beaucoup répondu avant même que j'intervienne. Merci beaucoup. Les grandes dames, Monsieur Diallo, le genre, il manque quand même les hommes. Et c'est parce qu'ils ne savent pas compter. Ils ne savent pas compter. Mais moi, quand j'étais petite, c'est mon grand-père qui me disait mes contes. Mon grand-père m'en disait. J'ai oublié certains, mais bon, voilà. Je suis très contente de me retrouver encore à la matin avec vous. Et autour du 4e ouvrage de Johanna. Hein. Et je voudrais simplement lui rappeler quand nous avions peut-être 40 ans de moins. Toutes les deux, hein, ça fait longtemps qu'on se connaît. Devant le lycée Vanvo, c'était pas le lycée Lamingué. À la fin des cours, nous attendions que nos maris viennent nous chercher. Et nous faisions le pied de grue devant l'établissement. Avant que je sache que j'allais avoir des liens de parenté avec François, Johanna, avec la famille Charles et Angélique Becker, avec Monique Bassem, avec Annie Colline, avec Madame Biaï, donc le sexe s'est élargi. Et nous nous sommes retrouvés ensuite à la FASTEF, École Normale Supérieure. Monsieur Mathiam est là. Monsieur, où est-ce qu'il est passé là? Son autre frère de l'autre côté. Donc je salue les professeurs, les formateurs du département. Je salue les membres de la paroisse. Simplement pour dire toute la joie que j'ai de découvrir, je n'ai pas fini ma lecture.
Et simplement, comme contribution à la lecture du conte que les enfants ont interprété, je voudrais simplement dire qu'on est dans le pays des mamelles, les mamelles de Birago Diop, où on a aussi cette histoire de djinn qui danse et qui attire les humains dans la danse. Il y a une sorte de, c'est pas Sabaro-Guinée, mais on n'est pas loin, donc de trouver cette mythologie dans l'intertextualité. Et je crois que, Madame Bassène, votre texte est riche en intertextualité, que nous allons certainement approfondir, découvrir. Mais comme les enfants ont interprété le conte qu'ils ont lu, à l'arrière-plan, on sent aussi, vous l'avez dit, la leçon de morale. Comme si dans le monde africain, dans la culture africaine, on refusait de donner un statut trop particulier, élevé à un enfant. Par exemple, quand un enfant est très mignon, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? On ne lui dit jamais « Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau », comme les Européens le font. On va dire qu'il est vilain. On va le traiter de tous les noms d'oiseaux. Et puis, on ajoutera « car pour ne pas attirer le malheur. Donc, il y a toute la richesse de la culture africaine dans ce conte qu'il faudrait continuer à explorer. Et la relation, disons, la vie coloniale avec ce rapport au blanc, cette espèce de fascination pour l'homme blanc qui va jusqu'à la chevelure de la fille qui est laissée en cadeau. Donc il y aurait encore plein de choses, les enfants, à exploiter avec votre professeur. Vous avez bien travaillé. Alors simplement pour dire que c'est un beau cadeau que Madame Bassène Johanna nous a offert là. Et au-delà de l'auteur, je voudrais rendre aussi un témoignage sur la personne comme Madame Biaï l'a fait. Johanna, je l'ai connue aussi dans ces moments difficiles où elle a perdu son époux, son compagnon, son ami. Et je crois, Johanna, je ne me trompe pas, 15 jours après ce douloureux événement, j'ai eu un haut le cœur en la voyant dans la salle des professeurs de la FASTEF. J'ai dit, tiens, elle est déjà là. Parce que d'habitude, on a droit à une période de viduité, comme on dit. On a le droit de pleurer parce qu'on souffre. Madame Bassène a refusé de prendre ce congé et elle s'est remise à travailler avec ses élèves, avec un courage que peut-être je n'aurais pas eu, mais je l'ai regardé. Et donc ça, c'est une qualité que je voudrais aussi donner en témoignage. Témoignage aussi tout l'attachement qu'elle a à former les stagiaires, les futurs professeurs de portugais, d'espagnol, que nous partageons, puisque nous étions, moi je parle à l'imparfait, dans un département bivalent où nous partagions certains stagiaires. Et nous avons aussi célébré le genre ensemble. Voilà, beaucoup de belles choses et bonne continuation, belle carrière. Merci. Bonjour tout le monde. Je pense que la majorité de la salle me connaît. Non. De ce côté-là, je vais dire. Je suis la fille de Madame Bassène, bien nommée Antonia, homonyme de Colomba. Alors, je ne serai pas longue. Je veux juste dire que je n'ai pas encore lu Colomba, mais c'est pas grave, parce que tous ces contes-là, je les connais. Et j'avoue que ça fait bizarre de les entendre dire en français, parce que nous, on avait l'habitude de les entendre en créole. Et j'avoue que c'est plus rigolo en créole. Mais je suis bien contente que ma mère ait eu l'idée de les écrire, parce que parmi nous, je vais dire les cousins, cousines de la même génération, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de les entendre dire en créole, parce que certains ne parlaient pas créole, ou n'ont pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un à côté qui le leur dise. Donc c'est bien, parce qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir s'imprégner de cette culture-là. Et c'est bien aussi pour la génération suivante, donc de mon fils, qui auront justement, parce que les écrits restent, peut-être que moi, je ne saurais pas les dire comme ma mère les a entendus, ou comme elle nous les a racontés, mais au moins ils auront la chance d'avoir ce livre-là, pour au moins savoir d'où ils viennent. Parce que Colomba décrit un peu d'où on vient, nous tous,
de Djeba, de Bafata, de la Gambie, de Bansan, de Ziguinchor, et nous parle un peu de tout ce métissage dont on est issu, parce que quand on doit remonter, moi je sais que quand je dois expliquer à des gens je suis de quelle origine, au bout ils me disent tout ça, je dis oui. Et je suis fière de ça, parce qu'aujourd'hui je suis un peu portugaise, je suis un peu bissau-guinéenne, je suis sénégalaise. Et ce métissage est très enrichissant. Et j'en suis fière, très fière. Et pour répondre à Pierrette tout à l'heure qui disait qu'en portugais, la grand-mère c'est Vovo et pas Colomba. Mon arrière-grand-mère c'était Colomba, c'était Nyampendiaï, c'était Mamala. Mais ma grand-mère c'était Vovo. Donc c'est pour vous dire toute la dimension de ce métissage-là. Au final, on se retrouve toujours. Voilà, merci à tous d'être venus. Bonjour à tous et à toutes pour faire le genre. Donc merci à Tata Françoise Bassène, comme on l'appelle à la paroisse Saint-Jean-Bosco, donc pour l'invitation que j'ai reçue hier par mail ou que j'ai lue par mail hier, parce que justement je revenais de Ziguinchor, précisément de Tobor, où j'avais passé 10 jours pour donc les cérémonies d'anniversaire de décès de ma grand-mère, la seule qui m'est restée. Ça va étonner plusieurs parce que je m'appelle, pour me présenter, Elisabeth Ndiaye, communément dans la paroisse et à l'école partout, mais sur mes papiers, c'est Ndeye Elisabeth Ndiaye. Et comme l'a dit tout de suite la fille de Madame Bassène, c'est un métissage qu'on est fier de porter. Tout le monde me croit sérère. J'arrête pas de dire je connais pas Joal Fadiouth. Je suis pas sérère. Donc je suis née d'une mère Baynouk et d'un papa tout couleur que ses arrière-grands-parents avaient émigré jusqu'en Casamance pour y rester et se perdre à l'intérieur de la Casamance devant de jolis diolas. Donc mon père parlait mandingue, créole, wolof, français et n'a jamais parlé tout couleur. Donc c'est ce métissage que j'ai grandi avec. Je parlais créole avec mon papa jusqu'à son départ. Et là, j'ouvre mon mail hier parce que j'avais un problème de connexion. Je reçois l'invitation. Je dis, je ne peux pas rester. Donc il faut que j'aille. Ça c'est par affection pour Madame Bassène. Je viens, je découvre, donc j'avais juste lu l'invitation. Je viens, je dis, la première chose que je vais faire, j'achète le livre. Je lui donne et elle me le dédicace. J'ai même vu, donc, au sud de ton pays. J'ai dit, Madame Bassène ne sait même pas que je suis originaire de ce sud du pays, car je suis née même à Ziguinchor. Donc, c'est pour parler de ce métissage dont on est fier. Nous, on a grandi, comme l'a dit aussi Madame Anicoli. On est des Diolas de Dakar. À 3 ans, j'ai été amenée à Dakar. Depuis, je ne suis plus repartie que juste pour de courtes vacances. Donc, j'ai fait toute ma scolarité à Dakar. Je travaille à Dakar. Je suis de Dakar. Et j'en ai même eu une altercation avec un cousin que j'ai trouvé là-bas qui me disait « Vous du Sénégal ». Je dis « Arrête de nous dire ça. On est de Dakar, moi, la Casamance, c'est le Sénégal ». Il me dit « Non, quand vous partez à Dakar, vous dites, les gens d'ici disent « On va au Sénégal ». Donc, le Sénégal, c'est de l'autre côté. La Casamance, c'est autre chose. Ça, c'est pour dire la richesse culturelle qui se trouve au niveau de la basse Casamance. Et c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, que ce n'est pas parce que nous sommes à Dakar qu'on n'est pas d'ici. Notre source, c'est la basse Casamance, c'est toute cette culture. Et je découvre, d'après l'explication de Mme Antoinette aussi, tout ce que j'ai pu apercevoir en ces 10 jours, en parlant des prêtresses, de leur... Donc, par pur hasard, j'ai voulu connaître le village où vivait une cousine de ma maman et j'ai eu la chance de rencontrer cet autre aspect spirituel de l'autre côté parce que nous, on se dit de Saint-Jean-Bosco. Donc, on est dans cette nouvelle spiritualité de rechercher Dieu, donc avec le Christ et pour le Christ. Et par pur hasard, j'ai pu voir cette culture africaine à travers ces femmes
qui se mettent juste à prier pour leurs enfants. Et c'est un spectacle qui m'a carrément marqué. Et tout de suite, j'avais dit au Père Michel, regarde au présidium, on n'a que des dames. Le conte est raconté par une grand-mère, une dame. L'auteur est une dame. Donc ça m'a encore réconforté dans cette vision que j'ai eue au niveau de la Casamance, en me disant le rôle de la femme, le rôle de la mère. Cette mère qui porte, cette mère qui éduque. Et c'est ce que je reçois dans ce conte qui va être, à travers Madame Bassène, mon héritage à moi et l'héritage de mes enfants et de mes nièces, car je n'ai pas eu cette chance d'avoir une grand-mère, ayant vécu sur Dakar, ma grand-mère au fin fond de son tobor, qui me racontait ses contes. Donc je me dis, c'était juste pour dire à Madame Bassène, merci. À votre fils qui vous a inspiré, merci. C'est un héritage qui reste à toute l'Afrique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai fait une surprise à ma tante aujourd'hui. Je suis la fille de Pierre Amé et je suis la nièce de Johanna. Mon nom est Marianne Osper Amé. Et papa même n'était même pas au courant que je serais là. Donc, je viens de Thiès. Et je suis contente aujourd'hui de me présenter à ma tante et de lui dire que je suis fière. Je suis l'arrière-petite-fille de Colomba. Je suis fière. Je l'ai connue. J'ai eu la chance, c'est ce que je dis à mes cousines. Je suis l'une des seule arrière, peut-être là, les deux, je pense qu'elle a connu aussi Lucette. À l'avoir connue, j'ai grandi avec elle à un moment de ma vie. Et je me souviens beaucoup d'elle, de ma grand-mère. Et je suis venue pour lui dire que je suis fière. C'est tout. Mais peut-être n'en a pas accepté. Disons, l'aspect historique et sociologique, cette société portugaise, l'une des élèves a bien expliqué le terme Bajudessa, qui signifie non seulement la jeune fille, mais je crois que dans le contexte ici, c'est faire la jeune fille, jouer la jeune fille. Elle a tellement joué la jeune fille qu'elle s'est perdue dans ces collines avec les djinns. Bajudessa, c'est jouer les jeunes filles. Et la jeune élève l'a bien spécifié. Mais il y a cet aspect sociologique aussi qu'elles ont développé, la colonisation. Ce texte est également grâce à ce texte, on va revisiter la colonisation portugaise. La maman de Bajudessa a développé un savoir et un savoir-faire. Elle est bonne cuisinière non seulement dans la cuisine traditionnelle africaine, mais dans la cuisine traditionnelle portugaise. Et les Portugais étaient particulièrement méticuleux dans ce domaine. Et si vous regardez même dans cette ville de Dakar, qui nous fait les pièces montées lors des baptêmes, lors des mariages, lors des cérémonies, ce sont les Caverdiennes, donc colonisation portugaise, ce sont les Bissau-Guinéennes, colonisation portugaise. Ils étaient très méticuleux dans ce domaine, mais il y a également une certaine sociologie portugaise. Les Portugais, dans les pays colonisés, au Cap-Vert, en Angola, en Guinée-Bissau, tenaient à ce que les personnes colonisées aient un statut. Si bien que vous allez le voir dans certains ouvrages, lorsque vous n'aviez pas un nom à consonance portugaise, vous n'étiez pas, comme nous l'a dit Françoise, vous étiez un indígena. Vous étiez mis de côté. Et il fallait se faire adopter par une famille portant un nom portugais, da Costa, da Silva, etc., pour avoir droit à être inscrit à l'école. Et on venait visiter votre maison pour voir si elle est digne d'un homme civilisé.
Et c'est bien spécifié dans le conte, la maman de Badjoudessa a une maison au toit couvert de tôle. Un signe, geste ou un signe, c'est un signe d'évolution, de civilisation. Elle mangeait à table alors que les serviteurs mangeaient à part. Nous avons connu ça dans notre enfance. Dans les familles d'origine portugaise, parce que Ziguinchor a été une colonie portugaise avant tout, dans ces familles-là, les membres de la famille mangeaient à table parce qu'ils étaient civilisés. Et le reste mangeait de l'autre côté, par terre, etc. Et il fallait cette table dans le domaine familial pour avoir droit à l'inscription à l'école primaire. La famille devait avoir un lit, devait avoir des lits, des chambres avec des lits, devait avoir mangé à table, avoir un certain confort, et là, les Portugais vous autorisaient à aller à l'école. Et les familles qui portaient un nom à coucher dehors, Yahumpa, excusez-moi s'il y a des Yahumpa dans la... Eh bien, ces familles-là devaient faire adopter leur enfant par une famille da Silva, une famille Correa, une famille d'Acunha, une famille, etc., pour pouvoir aller, pour que leur enfant ait le droit d'aller à l'école. Donc, c'était tout juste une précision concernant tout ce background. Merci beaucoup. Monique. Vous rappelez que vous avez le devoir de consigner tout cela dans un ouvrage que mon ancien élève se fera un plaisir de publier. Elle en connaît un bout sur la culture Diola. Elle en connaît un autre bout sur la culture de Ziguinchor, les créoles, mais il faut qu'elle consigne tout cela. Merci. Alors, la dernière à prendre la parole, madame, vous venez. Je salue tout le monde. Je ne serai pas très longue. Je voulais juste remercier ma sœur pour faire revivre ma grand-mère. Ça a été une très, très grande joie pour nous. Et je voulais dire aux élèves de Madame Bassène que Trisiling existe. Trisiling est bien en Guinée-Bissau entre Bafata et Jéba. Et que les génies sont toujours à Trisiling et qu'ils font toujours du mal, qu'ils continuent à faire du mal. Donc, si un jour vous allez du côté de Bafata, il faudra éviter Trisiling. C'est tout, je vous remercie. Après cette séance, la parole est à Madame Bassène, qui va apporter quelques éléments de réponse. Je vais commencer par répondre à la première intervenante. Vous n'aviez pas le micro, excusez-moi, j'ai oublié votre... Mireille Pierrette. Alors, par rapport au titre Colomba, j'ai lu Colomba de Prosper Mérimée et j'ai longtemps hésité. Je me dis, je ne vais pas usurper ce titre. Comment je vais faire? Mais je tenais à Colomba. Et c'est pour ça que j'ai ajouté en bas les contes de ma grand-mère pour distinguer un peu le Colomba de Prosper Mérimée. Cette diaspora, je crois que tous les peuples qui ont vécu la colonisation connaissent cette diaspora. Et vous voyez, comme l'a indiqué ma collègue Biaï qui a présenté un peu l'espace culturel, on a cité Tchon portugais, Tchon francis, Tchon anglais, qui signifie tout simplement la terre anglaise, la terre portugaise, la terre française, et Tchon, c'est le terroir. C'est comme si vous dites cœur ici, voilà. Sare, peut-être chez les Halpulaar. Donc, la plupart de ces personnes qui sont parties de cette région de Jéba, si vous la localisez sur la carte de la géographie, elle est beaucoup plus proche du côté de Kolda que de Ziguinchor. Si bien que toute la diaspora de Jéba qui s'est retrouvée à Ziguinchor
pratiquement toute cette diaspora est passée par la région de Kolda. Et c'est dans la région de Kolda que j'ai situé la cour de Mentula. Et donc, c'était un passage pratiquement obligé. Et à partir maintenant de cette région, on allait soit vers Ziguinchor, soit vers la Gambie ou ailleurs. Et c'est un peuple, c'est dit dans un conte, qui a beaucoup voyagé, donc les ressortissants de Géba. Je salue au passage l'association de Géba, les membres de l'association de Géba, ici présents, qui sont venus en masse m'accompagner. Je vous salue et je vous remercie. Et vous voyez, ils sont allés plus loin, puisqu'on se retrouve à Dakar. Et pour ne pas perdre les racines, nous avons formé une association. Et puis dans cette association, il y a une personne qui n'est pas là aujourd'hui. J'avais invité sa fille, qui est directrice de Claire Afrique, Justine. Elle s'est fait représenter. Et sa maman me disait toujours, comme tu as la plume facile, et si tu écrivais notre histoire? Et alors elle me disait comme ça, va à l'IFAN, va faire des recherches, écris notre histoire. Bon, je lui ai dit que moi, j'avais une bibliothèque vivante. J'ai profité d'une bibliothèque vivante. Je n'avais pas besoin d'aller à l'IFAN pour écrire l'histoire. Et vous retrouvez l'histoire de nos grands-parents à travers donc, ces contes-là. Et c'est Colomba, donc, Madame Pierrette, les deux Colomba ne sont pas liés parce que ici, ce Colomba, mon Colomba, signifie le grand puits. C'est un nom qu'on lui a donné parce qu'elle a été confiée, quand elle était née, elle a été confiée donc au génie de ce grand puits. Et on lui a donné donc le nom de Colomba. Voilà. Madame Bassène, excusez-moi. Je pense que pour Pierrette, il faudrait prononcer à la mandingue. Oui, Colomba. On détache l'adjectif bas, qui veut dire grand, du mot puits, donc qui est le nom. C'est Colomba. C'est comme ça, il n'y a pas de confusion avec le mérite. Voilà, merci André. Merci André. André-Marie. Voilà. Merci. Colomba. Oui. Grand. Merci André. Voilà. Pour André-Marie, merci pour ce beau témoignage. Voilà, ce côté mandingue qui apparaît aussi, avec sa variante du Bambara. C'est merveilleux, hein, vous voyez, c'est merveilleux. Et je vais en arriver au métissage. Et ma fille m'a dit que quand on lui demande « tu es quoi ?» Et moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai du mal à dire « je suis quoi ?» C'est difficile parce qu'il faut toute une histoire, il faut raconter une histoire pour dire « je suis quoi ?» Voilà. Alors comme Senghor, je dirais « je suis citoyen de l'universel ». Et on va le saluer parce que c'est sa théorie de... Oui. Sa théorie du métissage culturel et biologique est bien réelle et il faudrait que nous tendions à cela, n'est-ce pas? Le métissage est une situation difficile à vivre parce qu'on se pose des questions et on se demande de quel côté on se situe. Voilà, moi souvent quand je faisais quelque chose, ma grand-mère me faisait le reproche, tu fais comme cela. Bon. Et quand je faisais comme cela, elle me disait, tu fais comme cela. Mais finalement, je suis quoi? Je dois faire quoi? Voilà. Et je me suis retrouvée là, au milieu, sans savoir réellement qui j'étais. Puis petit à petit, j'ai appris, j'ai découvert des choses. Et quand on arrive à dépasser les handicaps et les obstacles du métissage, ça devient du bonheur. C'est une richesse incommensurable que d'être métisse. Alors métisse, ça ne fait pas référence seulement à la peau claire, parce qu'il y a des métissages interculturels donc entre noir et noir. Et quand c'est réussi, quand on réussit son métissage, c'est merveilleux, ça devient merveilleux. Et je découvre l'Indiaï. Je faisais partie de ces personnes qui pensaient que tu étais serrère.
Et voilà le grand-père tout couleur, Ndiaye, qui est descendu jusqu'en Casamance, jusqu'à Tobor, et qui ne parle même pas. Même juste pour vous éclairer, c'était même pas Ndiaye. Comme vous dites, c'est toute une histoire qu'il faut raconter pour expliquer. C'est qu'avant ils ont quitté le nord, ils sont allés faire du commerce en sud. Et comme vous avez vu les tissus qu'ils ont en bandoulière, donc ils disaient Ndiaye. Maintenant, au lieu de donner le nom Si, ils les ont donné Ndiaye. Au moins des inscriptions, ils ont écrit Ndiaye. Et le Ndiaye est resté. Vous voyez comme c'est merveilleux. Et ça nous rappelle, ça nous renvoie à Nyampe Ndiaye. Ça nous renvoie à Nyampe Ndiaye, parce que comment se fait-il qu'il y ait un Ndiaye en pays Jéba? Et quand on voit tout ce que Jéba, c'est un carrefour culturel où passaient peut-être même des marchands d'esclaves. Et si ça se trouve, il y a un marchand d'esclaves du nom de Ndiaye qui est venu et qui a découvert la beauté de ces filles de Jéba et qui n'a pas voulu repartir parce qu'il avait trouvé son bonheur à cet endroit-là. Voilà. Donc, vous voyez un peu comme le métissage est merveilleux. Donc, on se côtoie sans trop se connaître. Je ne sais pas si les autres avaient découvert cette dimension métisse de Elie Ndiaye. Moi, j'en suis ravie. Donc, maintenant, en plus de ma fille, tu es ma parente. Voilà. Et puis, ma foi, je remercie ma famille qui est là. Et je remercie Marianne pour ses larmes. Elle fait partie des rares arrière-petites-filles de Colomba qui l'ont connue. Et je crois qu'elles ne sont que 2 dans cette salle-là. Les autres... il y en a un autre derrière. Oui, il lève la main. oui, il a connu Colomba. Voilà, donc... et les autres... Et j'ai écrit pour vous, pour que vous sachiez qui elle est, que vous la découvriez. Voilà. Merci pour tout le monde. Alors, la séance est terminée. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui voudraient faire dédicacer leurs ouvrages? Vous levez simplement la main que j'ai une idée.
Savannah.